Bonjour à tous et à toutes. J'attends quelques secondes que le webinar se remplisse. Nous sommes très nombreux ce matin et je vous remercie de vous connecter. Je suis Pierre-Xavier de Mariave, directeur des programmes intra sur mesure de Centrale Supélec. Et vous êtes présents ce matin et vous vous posez la question comment manager des projets complexes à distance de manière efficace. Alors, l'entité de formation continue de Centrale Supélec, depuis longtemps est reconnue pour son expertise du management de projet. Et cette thématique est reconnue pour son, voilà, pour son savoir-faire, hein. C'est une thématique qui est très importante, aussi bien en formation inter, formation intra et en formation master spécialisée, pour lesquelles nous sommes très très bien notés. Et nous accompagnons de plus en plus d'entreprises dans des formations intra sur mesure. Voilà, donc en cette période de sortie de crise, on l'espère, même si on le proposait déjà à de nombreux clients, nous accélérons en fait sur ces sujets de management de projet. Et pour en parler ce matin, je laisse la parole à Pascal Emery, qui est directeur pédagogique management de projet à Centrale Supélec Executive Education, Laurent Jacques, qui est intervenant sur les parcours de management de projet, qui est lui-même diplômé de l'école centrale Paris et qui est aussi, et c'est l'originalité de Laurent, comédien professionnel depuis 5 ans. Alors je vais laisser la parole à Pascal pour animer ce webinaire. À toi Pascal. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous. Moi, j'ai un parcours depuis que je suis sorti finalement de mon école d'ingénieur, depuis 25 ans dans le management de projets complexes. Donc, j'ai eu une première partie de carrière où j'ai fait un certain nombre de postes de chef de projet, de PMO, à la fois sur des projets de quelques millions d'euros à plusieurs milliards d'euros derrière, à la fois en Europe et sur d'autres continents, notamment en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique. Et donc, après avoir eu une première partie de carrière où j'ai fait des projets à la fois d'infrastructure, des projets de construction de produits complexes et des projets de transformation, j'ai basculé dans la deuxième partie de ma carrière plutôt comme consultant, comme formateur, comme coach. Et donc, j'accompagne depuis maintenant une dizaine d'années, voilà, plus d'une quarantaine d'entreprises pour améliorer leur performance de projet. Et donc, au travers de cette expérience, on a travaillé notamment avec l'école centrale pour faire des parcours qui permettent de répondre aux enjeux de demain et notamment sur les projets et les programmes complexes en fait. Et donc par rapport à ça, un des points clés qui nous apparaît essentiel, c'est de pouvoir travailler à la fois sur les hard skills et les soft skills. Donc c'est pour ça que ces programmes, je les ai construits avec Laurent qui va se présenter, où justement on va veiller à mixer le hard et le soft en même temps. Laurent. Merci, bonjour. Donc je suis Laurent Jacques. J'ai effectivement été élève de cette école et j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'aéronautique. Et puis j'ai effectivement changé de vie en devenant comédien, et ce qui m'a permis aussi de développer une activité lié à mon goût pour la pédagogie dans la formation et d'adresser des enjeux qui sont ceux du management, y compris du management transverse, qui sont ceux de la négociation dans ces structures plates, et puis ceux évidemment de la communication et de la capacité à entraîner et donner du sens. Voilà, et mon expérience concrète d'ingénieur me permet de comprendre les enjeux sur le fond et de développer avec Pascal tout ce qui permet de les rendre possibles sur la forme, disons, sur la nature des interactions. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Donc, on vous propose peut-être une première partie sur quelles sont les questions clés à se poser, avec un peu d'interaction sur quelques questions. Et puis, dans la dernière partie, plutôt de vous présenter voilà, des programmes qu'on met en œuvre, des programmes certifiants qu'on met en œuvre avec l'école centrale sur ces thématiques-là. Alors, si on démarre, on voit que le monde s'accélère, que la concurrence est de plus en plus forte, que les exigences des clients augmentent, qu'il faut réduire les lead time et autres. On voit avec le Covid que l'incertitude monte et donc on n'a pas trop le choix, on doit s'adapter.
Alors, on sait que on peut faire une démarche projet où on va peut-être mixer des compétences techniques, un pilotage par les objectifs. Et on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que d'utiliser le mode projet. Alors, vous allez me dire, du management de projet, tout le monde en fait, on est bien d'accord. Là, je vous ai pris un exemple. Bon, voilà, je vais faire une petite croisière et puis du coup, je vais m'organiser pour pouvoir faire ma croisière intelligemment pendant quelques jours, si je prends cette analogie-là. Peut-être que ça va être un peu sportif, ça va un peu nous bousculer. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt d'aller, et en ce moment, j'ai repris là des photos du Vendée Globe, c'est plutôt d'aller sur des projets qui sont une autre dimension. Et là, on voit que ça se prépare, ça s'organise, et quand on est tout seul en mer pendant une durée relativement longue, ça peut pas s'improviser. Et donc, c'est vers là qu'on a envie de vous emmener, c'est-à-dire que quand vous voyez que vos équipes, que vous-même vous êtes confrontés à des projets ou des programmes complexes, comment on fait? Eh il existe des bonnes pratiques. Alors, peut-être pour démarrer ça, j'aurais juste envie de vous poser une question. Peut-être, c'est tout d'abord, quel est le pourcentage de projets réussis? À votre avis, en pourcentage? On vous laisse quelques secondes pour voter. Avec votre souris, vous pouvez cliquer sur une des 3 propositions. Voilà. Évidemment, Alors, tout dépend de ce qu'on… le retour nous montre, pardon, hop. Allez, je vais vous partager, hop, le résultat, voilà. Bon. Mais alors, ça mène une question, c'est que qu'est-ce qu'on définit par réussite? Parce que je vois quand Alors ça, même c'est une… peut-être la première question qu'on pourrait se poser. Bon, là, on voit que vos résultats nous disent plutôt 30% et vous avez raison. Globalement, si on considère, là, on voit que deux piles du pont ne sont pas l'une en face de l'autre. Si on considère que un projet réussi, c'est un projet qui tient ses objectifs qu'on appelle souvent QCDP, la qualité, coût, délai, périmètre, on peut à peu près considérer, c'est les résultats du Standish Group, que c'est à peu près… Pascal, on voit encore le pourcentage, enfin les résultats du vote. Attendez, Voilà. hop, j'ai oublié de couper. Masquer, voilà. Bonne remarque. Oui. Donc, on voit que globalement, c'est ce que vous avez raison, on peut considérer qu'à peu près 30% peuvent être considérés comme de véritables succès. Néanmoins, si on se dit qu'un projet réussi, c'est plutôt un projet qui vise la satisfaction à la fois du client, des clients et une certaine rentabilité, on tombe plutôt à 15%. Donc, vous voyez, c'est pas si simple et on en a tous conscience dans un monde complexe. C'est pas forcément facile de mener à bien des projets complexes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Donc, on a évidemment des super-héros, on a nos pompiers, mais peut-être qu'à un moment donné, on peut faire différemment. On peut peut-être viser de s'organiser, viser peut-être de se former, et c'est ce qu'on a envie de vous proposer. Donc peut-être Laurent, tu peux peut-être nous parler de ce qui fait finalement, selon nous, la différence pour des chefs de projet expérimentés. La première des choses, c'est d'arriver à comprendre quels sont les besoins des équipes et puis à porter des solutions qui ne soient pas uniquement centrées sur le contrôle et la maîtrise, mais aussi sur la capacité à déléguer, à motiver, à entraîner. Et on a des enjeux qui sont évidemment de leadership, quelle place je prends, comment j'instille, des enjeux de transmission, des enjeux de vision, de sens, de cadrage aussi, de vérification des moyens de communication et de quoi on parle finalement, quel est le fond aussi qu'on arrive à se transmettre autour de ça. Et c'est là qu'on voit l'intégration forte entre savoir construire par exemple le jalonnement et le planning d'un projet, et puis quel sens on lui donne, quels enjeux on y voit et comment on donne l'autonomie à chacun d'agir à l'intérieur. Alors nous, on est convaincus qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est de travailler à la fois sur les hard skills et les soft skills. Et c'est le fait d'avoir les deux bien intégrés qui fait que derrière, à la fois à terme en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, c'est ce qui nous rend des chefs de projet performants sur ce type de projet. Alors pour ça,
Typiquement, on pourrait se poser une question. Donc, si je vous lance là une deuxième question sur des contraintes budgétaires, on pourrait se poser la question de, voilà, je dois sélectionner des budgets, je m'intéresse plus particulièrement aux aspects financiers. Qu'est-ce que je regarde en premier, selon vous? Le délai de retour sur investissement, la valeur actuelle nette ou les coûts? Je vous laisse quelques secondes pour vous positionner. Hop. On va partager, voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous nous dites peut-être beaucoup le retour sur investissement ou voilà 44% les coûts. En fait, nous, si on s'intéresse vraiment à la rentabilité, on devrait d'abord s'intéresser entre finalement les gains et l'argent qu'on investit, soit au retour sur investissement, soit à la valeur actuelle nette. Alors, si on a un projet relativement court, dans le temps, le délai de sur retour investissement fonctionne assez bien. Si en revanche, on a un projet qui s'étale dans le temps, on va plutôt s'intéresser à la valeur actuelle nette parce qu'elle va prendre le taux d'actualisation de l'argent investi. Donc, vous voyez que typiquement, sur ces sujets-là, on peut se poser quand même la question de est-ce que les chefs de projet maîtrisent ces aspects financiers? Est-ce qu'ils ont les outils qui leur permettent de travailler efficacement? Et donc, naturellement, on vient à se poser un certain nombre de questions par rapport au moment peut-être du cadrage du projet. Donc, est-ce que notre projet est suffisamment rentable? Est-ce qu'il crée de la valeur? Est-ce que finalement, on a identifié la véritable problématique à traiter? Est-ce qu'on a pris le temps d'aller chercher la voix du client? Et puis, point clé, peut-être, est-ce que finalement, nos chefs de projet, Laurent, sont capables de parler à des dirigeants finalement? Est-ce qu'ils sont capables? Oui. Est-ce qu'on envoie les bonnes informations, la bonne problématique? Est-ce qu'on cible les bons sujets en fonction de son interlocuteur? Et c'est pas pareil de préparer un copil que d'aller voir un responsable de l'eau ou de négocier avec un directeur métier. Et il y a une capacité à savoir transmettre une vision, à raconter une histoire, à rendre les choses à la fois claires et adaptées à son auditoire, qui n'est pas quelque chose qu'on a forcément travaillé, surtout pour des chefs de projet qui sont aujourd'hui expérimentés et pour lesquels ce n'était pas du tout dans l'enseignement à l'époque. Donc, construire du sens, captiver et avoir une vision qui est synthétique et claire, c'est tout un enjeu qu'on travaille par le storytelling. Et puis, ce qu'on voit également, c'est que peut-être il va y avoir un peu de conduite du changement à mener. Alors là, on aurait envie de vous poser une question. Dans ce cadre-là, quelle est l'erreur à ne pas commettre quand on conduit un changement important sur des projets de transformation? Et on peut imaginer des situations assez diverses dans le temps long ou le temps court d'une réunion. Bon, alors vous nous répondez essentiellement ne pas accepter l'antagonisme. Quel est ton avis, Laurent? Effectivement, c'est un gros écueil, c'est de mélanger l'opposition que peut avoir quelqu'un et l'antagonisme qu'il peut avoir. Et effectivement, l'antagonisme, au contraire, c'est quelque chose qu'on recherche et qui va améliorer la pertinence de nos solutions. L'erreur qu'on fait la plus fréquemment, en réalité, c'est plutôt de gaspiller son énergie sur les opposants. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas dans une attitude constructive et on ne met jamais assez de temps et d'énergie à ses alliés, à valoriser ceux qui prennent les choses en main dès le début et qui prennent des risques. Alors, c'est là où très souvent on voit, nous, les chefs de projet, quand on reprend juste la petite formule que tout le monde connaît, là, l'efficacité du changement, c'est la qualité multipliée par l'adhésion. Et on voit que la majorité des chefs de projet travaillent sur la qualité des produits et des processus et finalement consacrent pas assez de temps à définir une bonne stratégie pour conduire le changement, en fait.
hein. On voit qu'un certain nombre d'outils classiques, hein, de type sociodynamique, carte des alliés, n'est pas forcément très déployé, hein, Laurent. Oui, et globalement, si on s'écarte de l'outil lui-même, hein, mais susciter de l'adhésion, ça nécessite plein de petites actions qu'on va disséminer dans le temps. Et si on n'est pas capable de leur donner une certaine cohérence, et donc de comprendre ça comme effectivement une dynamique de groupe et comme une stratégie par rapport à ça, eh bien, on perd son énergie et surtout, on risque de louper le plus important qui est obtenir cet élan vers l'avant. Et on voit, nous, dans des projets agiles ou au contraire très classiques, cet enjeu qui fait qu'on a une perte en termes de délai, en termes de qualité, en termes aussi de trade-off qui sont mal aboutis à cause de cette adhésion difficile. Alors, bah, ça, on parlait d'agilité. Tiens, je dois démarrer un nouveau programme de transformation. Quel est le cycle de vie que je choisis? Un cycle en V, un cycle agile ou plutôt un DMAIC à votre avis? Bon, vous êtes plutôt en train de nous dire, allez, à 80%, je vais démarrer avec de l'agile. Alors, oui, en ce moment, l'agilité a le vent en poupe, on en parle beaucoup, hein, on parle beaucoup des méthodes agiles, alors que nous, on a plutôt une définition d'une agilité peut-être un peu plus globale, de l'agilité dans le business, dans l'agilité relationnelle, de l'agilité évidemment en projet. Il n'y a pas forcément de bonne et de mauvaise réponse. Ça va être évidemment en fonction du contexte, de se poser la question de qu'est-ce qui nous semblerait le plus pertinent en fait, hein, par rapport à tout ça. Si on poursuit, alors attendez, hop, ça y est. Vous voyez, en fait, on est parti, hein, quand on prend l'historique d'une logique où on concevait des produits, hein, plutôt dans une logique waterfall ou cycle en V. Et puis après, ben, on s'est quand même posé la question de comment on pouvait amener un peu plus de création de valeur. Donc, on est plutôt parlé de business model. Donc, c'est là où arrive l'agilité, peut-être des cycles de vie de type Lean Six Sigma et MAIC. Et puis, on en arrive aussi aujourd'hui à une troisième étape également qui est relativement prégnante dans les entreprises, qui est de se dire peut-être que ce qui est important, c'est pas simplement de livrer un produit, un service ou de la valeur, mais c'est peut-être aussi d'améliorer l'expérience client en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez aussi apparaître plein de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux cycles de vie de type design thinking, etc. Bon, donc vous voyez des façons différentes d'aborder les choses. Et derrière ça, il y a effectivement une posture, une capacité à incarner les attitudes qui vont être nécessaires à chaque type de cycle de vie. Mais globalement, une posture d'utilité, une posture d'agilité relationnelle, c'est essentiel partout, particulièrement évidemment dans les cycles agiles ou en mode design thinking, mais y compris aussi dans le waterfall ou dans les cycles en V, parce qu'on voit que c'est toujours aux interfaces, c'est-à-dire dans les endroits où il y a une nécessité justement de laisser de la place à l'adaptation. C'est toujours à ces endroits-là qu'arrivent les gros problèmes des projets. Donc, une agilité relationnelle. Alors, on a peut-être défini notre cycle de vie et puis bah, il va falloir qu'on estime un certain nombre d'éléments. Alors moi, j'ai envie de vous demander combien de temps vous mettez à changer une roue de secours. Question simple. Tu veux une réponse honnête? Ah, bah, bien sûr. Pour certains, tout dépend du temps que met à arriver la dépanneuse. Hein. Bah, évidemment. Alors, vous voyez, bah, je vous ai réunis, vous êtes des experts sur mon projet, et puis bah, je vois que 40% me disent 20 minutes, 40% me disent 1 heure et 20% me disent 2 heures. Donc là, pareil, dans cette logique d'estimation, comment je vais estimer mes délais? Comment je vais estimer mes coûts? Quelles sont les méthodes que je vais employer? Parce que, est-ce que je prends la durée la plus longue? Au moins, je suis sûr de tenir mes engagements. Je prends la durée la plus courte? Ah, peut-être dans une vision chaîne critique, une façon d'appréhender les choses, mais au fait, combien font les meilleurs? Et les meilleurs, ils font combien, Laurent, à ton avis? 5 minutes. Absolument pas. J'ai plus le slide, mais globalement, les meilleurs, ils mettent à peu près de l'ordre de
de 4 secondes en Formule 1. Donc, vous voyez que suivant la façon dont on va s'organiser, suivant la façon dont on va préparer notre projet, et ben, du coup, on va pas du tout avoir la même performance. Et donc, du coup, c'est ce qui va nous intéresser finalement, c'est de se poser les questions dans la phase de préparation de comment on va préparer intelligemment notre projet en fait. Hein. Alors, par rapport à ça, hop, ça s'affiche pas. Pourquoi j'ai plus rien qui s'affiche? C'est là. Voilà. Comment on va négocier notre contrat, comment on va converger sous contrainte, est-ce qu'on va faire du design to cost, est-ce qu'on va faire du design to value. Vous voyez, toutes ces méthodologies-là qui vont nous permettre de préparer intelligemment notre projet, est-ce qu'on les met en place? Et là, on voit qu'il y a des enjeux relationnels très importants. Oui, parce que forcément, dès le début, si on donne la place à chacun d'exprimer les intérêts divergents, de se dire en quoi il y a des besoins et de la valorisation différente selon chacun, on peut construire, on peut faire de la négociation raisonnée, de la négociation gagnant-gagnant, on peut être créatif, innovant sur nos façons de préparer le projet dès les phases amont. Bon, alors évidemment, après, il faut le structurer, l'organiser. Hein, c'est pour ça qu'on fait des WBS, des RACI, des livrables. On voit évidemment, on en a parlé, que les problématiques clés pour ces projets-là, c'est généralement aux interfaces. Et puis, du coup, on arrive naturellement sur une certaine planification, une certaine budgétisation. En fait. On a beau avoir fait tout ça dans le détail. En fait, si on fait des projets complexes, c'est pour prendre des risques. Donc, est-ce que finalement, à la fois, l'ensemble des équipes pensent risque? Est-ce qu'elles perçoivent le risque? Est-ce qu'elles l'acceptent? Est-ce qu'elles vont être dans une logique d'anticipation, de leadership? Et est-ce qu'elles vont être plutôt dans une approche déterministe en disant ça va coûter tant, on va avoir tel délai? Ou au contraire, on a une certaine probabilité d'atteindre nos objectifs dans une logique plutôt de modélisation probabiliste. Et donc, on voit qu'on a des outils un peu différents en fonction de ce qu'on cherche à faire. Et sur ces projets complexes, cette notion de posture est particulièrement importante en fait. Hein. Et puis, la capacité à ne pas penser que en menace et en opportunité, c'est aussi celle qu'on attend d'un leader, d'être capable de soutenir, de valoriser, de donner une vision, de la traduire en action. C'est ce qu'on peut appeler aussi le courage managérial d'assumer ces choix qui résonnent non pas par une logique de préservation, mais une logique de valeur. On est, nous aussi, très souvent surpris de voir en fait que les méthodes de résolution de problèmes complexes ne sont pas connues des chefs de projet. C'est-à-dire que finalement, qui dit problème dit solution, mais comment on fait ça de manière structurée, organisée, peut-être que ce sont des éléments aussi où ça pourrait être pertinent de se former. Voilà. Alors, on a parlé d'estimation des délais. Bon, donc là, on s'est dit que suivant la façon dont on s'y prenait, ça fonctionnait plus ou moins bien. Et derrière, on peut se poser la question du mode de pilotage. C'est quoi ma vélocité? À quelle vitesse j'avance? Et comment je fonctionne? Et donc, en fonction de la façon dont on s'y prend, on n'a pas du tout la même performance. Hein. Et donc, c'est là où c'est intéressant de se poser la question, de se dire, est-ce que je maîtrise bien les outils, par exemple des courbes en S, par exemple des méthodes plus sophistiquées pour piloter ou non sa vélocité, ce sont des choses, par exemple, qui seraient intéressantes de regarder. Et puis, assez vite, et on le voit maintenant, on est sur des problèmes globaux avec des gens qui sont un peu partout sur la planète. Ceux qui font des programmes de transformation ont peut-être fait du nearshoring en Europe ou du offshoring en Inde. On travaille avec des expertises en Chine, aux États-Unis et autres. Et comment on va mettre en œuvre tous ces éléments-là? Et donc là, on voit qu'on a besoin d'outils collaboratifs, on a besoin de travailler différemment, de travailler dans un contexte interculturel pour gérer des situations qui vont devenir de plus en plus complexes. Et toutes ces problématiques, le côté interculturel, le multimétier, le transverse, les situations qui sont plus complexes que compliquées, elles ont en commun, il y a parfois des dimensions interculturelles fortes qu'il faut prendre en compte, mais elles ont en commun la capacité à écouter, c'est-à-dire à creuser, à comprendre, à le faire de façon active. Et puis à accepter les divergences, les différences, comme des choses qui sont nécessaires finalement à la collaboration. Il y a une gestion qui est émotionnelle à cet endroit-là, et c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui est purement analytique. La capacité à accepter la différence, à accepter le fait que les choses ne se passent pas exactement comme je l'aurais souhaité, c'est un ressort émotionnel. On le vit, on le voit
très facilement dans les dimensions interculturelles quand on voyage, mais en réalité, c'est la même mécanique qui se joue intérieurement avec des négociations intermétiers, transverses ou dans des situations qui sont conflictuelles. Et la communication non violente, la négociation raisonnée sont particulièrement des outils qui sont destinés à améliorer cette écoute et sa capacité à accepter les divergences d'intérêts. Alors nous, on a des convictions fortes qui sont que pour progresser, il faut prendre un peu de temps. Donc peut-être d'abord démarrer par un autodiagnostic, une évaluation de ses compétences. Peut-être prendre le temps de se remettre à niveau sur du savoir en logique de reverse learning, c'est-à-dire de classe inversée, où on va peut-être commencer déjà par se former avec des outils à distance, ça peut être du mobile learning, ça peut être des classes virtuelles en amont. Et puis ensuite, ça va être de réellement pratiquer avec des business games, des mises en situation, des situations d'improvisation, soit décalées, soit sur des problématiques rencontrées, sur des études de cas qui vont nous permettre de vérifier que derrière, on a le savoir-faire. Beaucoup de gens en savent, mais ne savent pas faire. Et donc, à partir de là, après, on peut approfondir sur un certain nombre de situations plus complexes, du partage d'expériences, pour que derrière, on soit progressivement dans une logique à la fois de savoir-faire et de savoir-être, mais aussi une logique où on va basculer aussi sur une mise en application progressive. C'est pour ça qu'on va faire travailler sur ce qu'on appelle, nous, des projets fil rouge, des cas concrets, soit choisis par l'entreprise, soit choisis par le stagiaire, pour mettre en œuvre. Et c'est à partir du moment où on a cette mise en œuvre-là que nous, on peut se dire, oui, on a fait d'autres jobs progressivement, ça va se mettre en place au quotidien et qu'on puisse après, typiquement, aller sur une certification, c'est-à-dire passer un examen, soit de connaissances, soit devant un jury pour présenter son résultat. Et en termes de… Ah oui, j'allais dire qu'en termes de pédagogie, le fait d'avoir une photo lorsqu'on commence, puis de pouvoir consacrer 80% du temps à la pratique et de pouvoir la mettre en regard de ce qu'on fait tous les jours, c'est particulièrement efficace sur les ressorts en termes de neurosciences, sur la capacité à apprendre et à réellement changer dans ces façons de faire. Alors, ça va être une pédagogie learning by doing, où on va faire, donc toujours beaucoup de mise en situation, alors soit en présentiel, soit en distanciel. On a évidemment réadapté toute notre pédagogie aussi pour être capable de le faire avec des classes virtuelles participatives et pertinentes. Et puis, voilà, on va essayer de le gamifier aussi. Donc, on va mettre des jeux de plateau, on va faire des aléas comme dans un projet avec une roue, des points bonus, des points malus, des brainstorming, des icebreakers, des mises en situation. Voilà, tout ce qui va nous permettre de travailler efficacement d'un point de vue pédagogique. On va aussi fournir aux participants soit des outils complémentaires pour approfondir, donc ça peut être du mobile learning, ça peut être des livres, ça peut être des plateformes dans lesquelles on va retrouver des vidéos, voilà, tout un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de travailler efficacement en fait. On va aussi permettre beaucoup d'échanges, voilà, sur des situations concrètes. Et voilà, votre projet dérive. Comment on ferait Je me retrouve chez mon client, ils sont 10, moi je suis tout seul, comment je gère, etc. Bon, objectif, voilà, aller au-delà de ces paradigmes, de son domaine d'activité, mais de permettre aussi d'échanger sur ces bonnes pratiques. Et puis le collectif qui est aussi un cercle apprenant très valorisé par les participants et cette communauté, elle a une valeur très forte pour eux et pour nous aussi d'ailleurs. Alors pour ça, on fait appel à des formateurs qui ont tous été des anciens opérationnels, qui ont au minimum 20 à 25 ans d'expérience, qui dans leur deuxième partie de vie professionnelle souhaitent transmettre. Donc on les a formés, ils ont un intérêt certain pour la pédagogie, pour la mise en situation, et donc du coup, voilà, ce sont des experts à la fois de leur domaine et également sur la partie pédagogique. Alors pour ça, peut-être pour finir, on sait que votre temps est précieux, vous présenter quelques exemples de parcours qu'on met en place suivant des durées différentes. Alors, vous voyez par exemple, un parcours, ça peut être de plusieurs jours à plusieurs mois, toujours avec cette logique de
j'évalue, j'apprends, je fais, je pratique, j'approfondis, je mets en œuvre, je partage et je me certifie à la fin. Alors, on a d'abord des parcours très simples qui peuvent être en gros de quelques classes virtuelles où je souhaite me remettre à niveau sur un thème donné. Voilà. Donc là, ça se présente sous des formations à distance, quelques classes virtuelles, 1, 2, 3, voilà, qui nous permettent de se dire, tiens, voilà, moi j'ai un thème, j'aimerais bien savoir comment piloter un projet complexe et je fais un zoom sur ce sujet. Première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai des chefs de projet que je voudrais qu'ils soient opérationnels relativement rapidement. Bon, je vois que là, on est monté d'un cran dans le niveau de projet et j'aimerais, par exemple, que rapidement, ils soient capables sur un parcours de formation qui peut être de l'ordre de 2 mois. Alors peut-être qu'on va rappeler un certain nombre de fondamentaux, prendre en amont quelques sujets clés, hein, se former ou en classe virtuelle. Et puis derrière, je fais 2 jours, par exemple, en présentiel, un business game pour aborder la partie plutôt hard skill et puis plutôt 2 jours sur la partie plutôt posture. Vous voyez, on peut avoir un parcours de ce type-là. On pourrait se dire après, non, je voudrais quand même que mes chefs de projet puissent se préparer, prendre le temps d'avoir une réflexion personnelle et peut-être que je suis prêt à faire en sorte de les emmener dans un parcours qui dure plutôt 3-4 mois. Donc ça, on a typiquement un Executive Certificate sur le management de projets complexes qui aboutit à une certification centrale Supélec qui est basée sur 12 classes virtuelles. On va rebalayer pour chacune des classes virtuelles. En gros, on fait ça 1 fois par semaine, 2 heures, pour des chefs de projet qui ont peu de temps, et puis prendre les thèmes les uns après les autres. Du coup, ça, un mix de hard et de soft, soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise. On dispense ça pendant 3 mois et puis on laisse 1 mois pour prendre un projet fil rouge sur lequel ils vont expliquer comment ils mettraient en œuvre tous les concepts qu'on a vus, soit sur un projet qu'ils ont déjà vécu et puis qu'ils vont reprendre en disant voilà, maintenant avec tout ce que vous m'avez appris, voilà comment je le ferai, soit sur un nouveau projet qui démarre. Bon, donc ça, c'est des programmes qu'on fait très régulièrement, à la fois en inter-entreprise ou en intra-entreprise et qu'on co-anime avec Laurent. Tu veux dire un mot, Laurent, sur ce type d'expérience? Oui, moi ce que je trouve particulièrement, qui a beaucoup de valeur, je trouve, pour les participants, c'est le temps de prise de recul, à la fois sur leur méthodologie, sur eux-mêmes, sur comment ils se perçoivent, comment ils agissent, sur leur capacité à évoluer. Et puis sur leur entreprise, sur finalement un aspect un peu culturel de qu'est-ce qu'on fait nous par rapport à d'autres. Moi, je constate une évolution sur ces 3 aspects qui est assez forte sur des parcours comme ça qui commencent à être longs d'une dizaine de modules. Lors des projets complexes qu'on fait à la fin, ce qui est frappant, c'est la prise de recul sur l'ensemble de ces sujets avec une dimension, une prise de hauteur qui est voilà, qui moi me semble la chose la plus frappante, cette prise de hauteur sur soi-même et sur le groupe. Donc là, on a un premier type de module avec une formule qui plaît vraiment. Là, on vous a mis quelques retours participants. On est très frappé par le retour. On a vraiment une grosse adhésion sur ce type de programme. On est en train d'en mettre un deuxième en place là sur des projets plutôt de transformation agile. Parce que là, on était plutôt sur un axe comment passer de projets relativement simples à des projets plus complexes. Et là, on est en train également de lancer là cette année sur finalement, j'ai des projets de transformation à mettre en mode agile. Comment je prends en compte une agilité à la fois dans le business, relationnel et dans les projets, à la fois sur du Scrum, du Kanban, du Safe. Comment je m'y prends, qu'est-ce qui est important de se poser comme question en termes de création de valeur ou autre. Voilà. Donc des parcours avec une durée raisonnable de 3 à 4 mois qui permettent à la fois d'approfondir et de mettre en œuvre. Et puis après, on a aussi avec des entreprises des parcours plus longs, par exemple pour des chefs de projet qu'on a identifiés comme haut potentiel, où là, on les accompagne pendant 1 an, ce qui nous permet peut-être d'aborder plus d'aspects du management de projet sous toutes ses formes. Donc ça, on le fait par exemple
dans une grande banque, à la fois avec des équipes qui sont à New York, à Singapour, à Paris, à Londres, et qui nous permettent à la fois de créer du réseau pour cette communauté-là, de prendre le temps de travailler sur un certain nombre de projets, de partager leurs expériences, de faire des mini-projets avec des gens qui sont un peu sur tous les continents, hein, et d'avancer sur différents sujets. Voilà, donc là on est typiquement sur une certification spécifique de 9 mois qui amène aussi un diplôme de l'école centrale. Voilà, alors on voulait pas… Pardon. Ah, pardon. Non, mais les séquences de deux jours sont assez intéressantes dans la constitution des groupes aussi, dans ces cas-là. Voilà, donc on a été à l'essentiel, hein. Évidemment, on est à votre disposition. Voilà, si vous avez quelques questions à échanger avec vous, hein, à la fois sur différents aspects, à la fois du management de projets complexes, management de projets à distance, sur la pédagogie, sur nos parcours. Voilà, on est ouvert. Si vous avez quelques questions, vous avez un chat à votre disposition dans le menu, là, une colonne sur la droite de votre écran, ou sinon, on est à votre disposition pour recevoir vos messages et répondre à toutes vos interrogations également. Pas de questions dans le chat pour le moment. Oui, ça peut être des questions très concrètes et logistiques sur peut-être aussi sur le type de public qui peuvent être ciblés ou encore la capacité à implémenter les modalités chez vous. Je ne vois pas de questions pour le moment. Ce que je vous propose, c'est peut-être de terminer ce webinaire, puisque le temps est précieux pour chacun, surtout en ce début de semaine. Alors, Ce webinaire, oui, je vois juste une question arriver. Est-ce que c'est que des ouais. destinations de programmes de formation intra ou est-ce que ça peut être aussi fait en inter-entreprise? La réponse est que c'est Ouais, possible dans les deux en fait, hein. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes indépendant, vous pouvez typiquement très bien vous inscrire à une formation et vous rejoignez un groupe. Et d'ailleurs, on voit que ces groupes-là sont très riches parce que vous avez des gens de tout milieu et donc sur type de projet, mais on peut aussi, voilà, le faire spécifiquement pour une entreprise. Donc les slides de présentation seront partagés avec les personnes qui étaient connectées, Ouais. ainsi que le replay du webinaire. D'autres questions? Non. Pas d'autres questions? Merci à vous tous de vous être connectés. Ah, Et, la crise sanitaire c'est a-t-elle une question changé encore. quelque Voilà. chose? La crise sanitaire Ouais. a-t-elle changé quelque chose dans vos formations? Alors la réponse est oui. Donc on faisait des classes virtuelles déjà depuis 6 ou 7 ans. Par contre, on est à passer vraiment un cran d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire que nos classes virtuelles, c'est pas simplement de vous adresser des slides en permanence, mais ça a été du côté de Laurent d'adapter toute sa pédagogie, notamment avec des outils de type Zoom pour qu'on puisse continuer à faire de l'improvisation, par exemple en mettant instantanément les gens 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, avec, on les envoie dans les salles, ils improvisent rapidement, hop, on revient, on synthétise. Donc, des travaux en salle, des travaux pédagogiques. On a mis en place des business games qui nous permettent, voilà, de les faire travailler en petits groupes. Objectif, reproduire au maximum toutes les interactions, toute la pédagogie qu'on pouvait avoir également en présentiel. Des tableaux blancs, des jeux, voilà. On a réadapté toute cette pédagogie. Vous voyez, souvent en agilité, on travaille avec des Lego. Là, avec les Lego, on ne peut pas. On a imaginé d'autres logiques sur des logiciels qui nous permettent de le faire à distance, mais pour reproduire justement toute cette interactivité, tout ce learning by doing. Voilà. Je vois Et que puis, Jérôme Durand a levé la main. on parle un peu plus de signes noirs, hein, donc ces événements improbables, mais qui ont quand même des conséquences fâcheuses s'ils arrivent. Et donc, du coup, oui, on a fait des évolutions sur cette partie-là. Je vois que Jérôme Durand a levé la main. Je ne sais pas si c'est une question particulière.
En tout cas, juste pour partager aussi sur sur la dimension jeu de rôle, les jeux de rôle qu'on fait et qui sont donc par exemple en improvisation qui travaillent des réflexes, ça nous amène ensuite à d'autres jeux de rôle qui sont plus une combinaison de compétences et qu'on va cibler sur un sujet, par exemple la prise de parole, la négociation ou le leadership. Et puis, c'est ce qu'on pourra débriefer ensuite dans des situations complexes qui sont la combinaison de nombreuses compétences. Et là, on a des jeux, des situations plus ou moins proches de la réalité. Et enfin, on a évidemment tout un cas, une panoplie de cas réels sur lesquels chacun va s'amuser à répéter en fait ce qu'il a pu travailler de façon séparée sur des problématiques qui nous sont très proches. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, nous, on est à votre disposition, hein, évidemment, pour prolonger la discussion ensuite, voilà, par rapport à vos problématiques, hein, et ça sera avec plaisir. Voilà. Absolument. Il y a une question sur projet agile, point d'interrogation. Alors, il y a quelque chose qu'on a développé donc avec Pascal, et peut-être que tu voudras développer, mais globalement sur l'agilité, il y a des enjeux de rôle qui sont très présents en ce moment avec énormément d'entreprises qui font la transition de projets, enfin de cycle de vie plutôt waterfall ou cycle en V vers l'agile. Et pour bon nombre de gens, la différence entre un chef de projet et un Scrum Master ou un Product Owner, c'est pas très clair. C'est ce qu'on travaille beaucoup, notamment sur des aspects soft, sur la capacité à animer ce genre de squad ou de tribu, ou quel que soit le nom que les gens lui donnent. Et c'est pas du tout les mêmes réflexes que dans des structures soit plus hiérarchiques, soit dans des structures plus institutionnalisées, comme celle de chef de projet. Je sais pas si tu veux compléter, Pascal. Oui, alors, nous, on va pas vous faire une formation comment devenir Scrum Master en 5 jours ou comment appliquer le Kanban ou le Scrum. Ça va pas être. Il y a des organismes qui font ça et qui vous expliquent les basiques. Ce qui va plutôt nous intéresser, ce qui est plutôt, voilà, je me pose la question dans mon organisation, elle a un certain niveau d'innovation, un certain niveau d'agilité, comment je crée davantage de valeur, comment on pourrait travailler de manière plus pertinente ensemble. J'ai un certain nombre d'exemples, mais je me pose quand même la question sur mon projet, est-ce qu'il faut que je reste sur des méthodologies classiques? Est-ce qu'il faut que je passe vers des méthodologies agiles qui permettent de créer de la valeur incrémentale type Scrum ou de la valeur continue de type Kanban? Ou au contraire, je me pose la question de comment refaire de l'agilité à l'échelle avec des méthodologies de type SAFe ou autre, ou comment je vais faire de l'hybride ou autre. Voilà. Donc la deuxième formation qu'on est en train de mettre en place et qu'on va lancer là, elle touche plutôt des populations de chefs de projet qui se posent des questions en se disant ben voilà comment mettre en œuvre le cycle de vie le plus performant, comment ça va servir le business, comment ça va servir la création de valeur, comment ça va servir l'innovation, etc. C'est plutôt ça. Alors, il y a une question aussi sur le niveau des personnes qu'on va former. Donc, on est capable de s'adapter au niveau des personnes de l'entreprise et voilà, de co-construire avec vous quelle est la profondeur de la formation que vous voulez donner à vos collaborateurs. Donc, on peut commencer par les basiques et puis, ou bien alors s'adresser à des populations un peu plus expérimentées et adapter nos modules en fonction de la population à former. Quand on parle d'Agile Scrum, là, je vois une question, c'est pas uniquement des projets informatiques, évidemment, hein. En fait, quand on reprend un peu de retour, un peu de recul, et on s'aperçoit quoi? En fait, que les méthodes agiles sont venues à partir des principes de méthodologie Lean, hein, portés plutôt par le monde industriel, par Toyota, par du Six Sigma, qui est arrivé aussi peut-être par plutôt les Américains, General Electric et autres. Et donc après, le monde informatique s'est dit que
dans un certain nombre de contextes où le waterfall et le cycle en V ne répondaient pas bien à un mode de fonctionnement, où on ne pouvait pas tout spécifier au départ, où il fallait qu'on co-construise ensemble un certain nombre de solutions. Et donc, ça s'est beaucoup développé à ce moment-là. Néanmoins, toutes ces problématiques de l'agilité, elles ne se posent pas qu'au monde informatique, elles se posent à l'ensemble des secteurs. Et c'est là où on peut se poser la question, avoir une réflexion, de se dire comment finalement dans le monde industriel je mets en place de l'agilité dans le monde d'un certain nombre de services ou autres, de manière à pouvoir répondre de manière plus pertinente aux objectifs qui nous sont fixés. Il me semblait voir une question sur des petits projets, des secteurs comme ceux de la communication dans lequel il y a assez peu d'intervenants finalement. Et ça reste effectivement des sujets sur lesquels c'est pertinent de travailler. Alors, il y a un dimensionnement qui est complètement différent avec une question sur quelle est la taille des outils, leur profondeur qui est utile. Mais c'est un enjeu très prégnant parce qu'il y a beaucoup de petits projets et leur disparition fait disparaître toute la capacité d'innovation au jour le jour des entreprises. Et ils sont à risque parce que ce sont des projets qui sont difficiles à gérer parce que ils sont petits et qu'ils ne se voient pas, parce que les gens se disent que comme ils n'ont pas un gros projet, ils ne vont pas se former. Et en réalité, c'est un enjeu fort globalement sur la productivité de l'entreprise. Alors, je vois une question aussi, comment faire pour démarrer un projet aujourd'hui dans un contexte à distance? On rigolait un peu entre nous en disant, finalement, beaucoup d'entreprises croient que parce qu'en passant à l'agilité, on va résoudre tous nos problèmes. Et puis, beaucoup d'entreprises aussi croient que parce qu'elles ont mis Teams pendant le Covid, ça y est, elles savent travailler en mode collaboratif, en fait. Et donc, en fait, on s'aperçoit quoi? Que non, tout ça, ça s'apprend. Il y a des outils pour faire ça, mais ils sont au service d'un collectif, d'une façon de travailler en projet, en fait. Et donc, dans ce cadre-là, on peut se poser la question de se dire quels vont être notre mode de fonctionnement à distance, comment on va vouloir travailler en collaboratif, comment, avec quel outil et au service de quoi, comment je vais mettre, souvent on parle de project place, une place de projet pour travailler de manière pertinente à distance. Voilà. Alors évidemment, il va y avoir peut-être un kick-off, peut-être qu'on va travailler à distance avec un certain nombre d'outils, mais finalement tout ce qu'on va mettre autour est particulièrement important dans nos modes de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si on clôt. Eh ben, merci d'avoir partagé peut-être ce temps avec nous. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter, ce sera un plaisir Merci infiniment. d'échanger avec vous. À bientôt. À très Merci. bientôt. Bon après-midi, bonne semaine. Au revoir.